Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui a pour objectif en fait de faire un peu le tour, le grand tour des annonces qui ont pu être faites lors de la conférence Microsoft Ignite 2023, conférence qui a lieu du 14 au 17 novembre sur place à Seattle. Et également, il y a une version en ligne réduite de 2 jours au milieu de tout ça. Donc, conférence annuelle de Microsoft, Ignite, c'est là où sont fait beaucoup d'annonces sur Azure, beaucoup d'annonces sur Office 365 ou Microsoft 365. Et globalement, à peu près tous les produits de Microsoft, les nouveautés, elles sont annoncées principalement à Ignite. Donc, il y a plein de choses. Chaque année est édité et proposé un Book of News. Et donc, ce Book of News contient plein de choses. Il y a quelques heures de lecture si on veut aller un peu dans le détail. Mais l'objectif, du coup, pour moi, dans cette vidéo, c'est de faire un peu un focus sur les grosses annonces qu'il y a pu y avoir, du côté, on va dire, infrastructure, du côté cloud native, tout ce qui est container notamment, et puis également dans les parties, on va dire, infrastructure, parler un petit peu d'hybride, parce que c'est un sujet qui reste et demeure toujours d'actualité, et le sera de plus en plus. Donc, le site web, vous pouvez effectivement aller y faire un tour, donc ignite.microsoft.com. Il est possible de voir quelques vidéos, il y a quelques sessions qui sont disponibles et qui sont enregistrées qu'on peut revoir derrière. Mais l'idée là, c'était vraiment de faire un petit tour de tout ce qu'il y a derrière. Donc le Book of News, j'en parlais tout à l'heure, c'est une grosse page web dont l'URL est ici, vous aurez le lien dans cette description, dans la description de cette vidéo pour voir la carte que je vais vous montrer qui contient elle-même les liens. Et donc globalement, effectivement, le Book of News contient beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors comme d'habitude, hein, il y a toujours des sujets qui sont un peu plus mis en avant. Vous n'avez pas, depuis un an, vous n'avez pas pu éviter tous les sujets autour de l'IA et plus particulièrement des services d'IA générative. Donc ça fait partie des gros sujets effectivement de Ignite, c'est pas ma spécialité et donc je ne vais pas rentrer dedans, mais globalement c'est par ce sujet-là que commence entre guillemets le Book of News. Donc si je me concentre sur les parties que j'affectionne plus ou sur lesquelles je suis plus légitime, on va dire, euh, eh bien on va commencer dans les premières annonces qu'il y a pu y avoir lors de Ignite, c'est l'annonce d'Azure Cobalt 100. Donc Azure Cobalt 100, en fait, eh bien, ce sont des processeurs. C'est le premier processeur, on va dire, un processeur ARM qui est conçu par Microsoft et qui est conçu pour effectivement être exécuté, utilisé, plutôt pas exécuté, mais plutôt utilisé dans notre service de cloud. Donc on est sur des puces, enfin, des puces physiques qui vont être là pour optimiser la partie infrastructure et donc notamment ça va permettre d'avoir et de faire tourner aujourd'hui des services tels que Teams ou Azure SQL. Donc on n'est pas les premiers à- à- à créer ou à gérer nos propres puces ARM, hein. Je pense que on connaît les puces d'Apple qui sont de l'ARM ou celles du côté Amazon, hein, les Gravitons. Mais voilà, ça arrive. Et donc on commence à avoir effectivement ces puces qui vont arriver dans les data centers ou alors qui sont déjà utilisées par des services derrière. Donc voilà, retenez que c'est des architectures sur 4 bits ARM, ça peut aller jusqu'à 128 corps. Et puis toujours dans les annonces un peu qui tournent autour du même sujet, on a également la GA d'Azure Boost, dont l'idée derrière en fait est d'améliorer tout ce qui est performance sur le stockage et le réseau, d'améliorer également la partie sécurité et de réduire en gros les temps de maintenance. Et donc Azure Boost, si on en faisait une version simplifiée, on pourrait dire que c'est de l'accélération matérielle pour le monde de la virtualisation. Donc ceux qui en se font dans le data center ne seront pas vraiment choqués, mais c'est un peu l'idée derrière de tout ça. Donc là encore, je ne rentre pas dans le détail, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais retenez juste à quoi ça sert, principalement ici. C'est pour améliorer toute la partie réseau et surtout le stockage. Le stockage, donc le throughput vers les disques managés, hein, Azure, et également le throughput vers les disques locaux des hyperviseurs dans Azure. Voilà. Donc il y a pas mal de petites lectures à faire, c'est intéressant. Il y a eu plein de choses qui sont expliquées là-dedans. Mais pour résumer, c'est de l'accélération matérielle plus du contrôle d'intégrité au niveau du hardware avec des attestations. Voilà. Donc si on en vient maintenant, si on remonte un peu dans les couches, on va arriver au niveau des machines virtuelles.
Et pour le coup, au niveau des machines virtuelles, il y a eu pas mal d'annonces de nouvelles familles, hein. Donc, il est bon de rappeler qu'il y a dans Azure, il y a plein de familles, différentes de machines virtuelles pour différents usages et différents prix, différentes performances. Et pour le coup, il y a des grandes familles catégorisées. Les D, par exemple, sont assez généralistes, les E sont plutôt orientés mémoire, les F sont orientés sur le compute, les M pour les grands instances SAP. Et toutes ces familles, en fait, dans le temps, vont évoluer. Elles évoluent simplement parce que le hardware également évolue. Les constructeurs, que ce soit du côté de Intel ou d'AMD, voire maintenant des plateformes ARM, eh bien, font évoluer également leur architecture et donc apportent des nouvelles fonctionnalités qui elles-mêmes sont apportées après dans les data centers et donc après au niveau des environnements virtuels. Donc, du côté des machines virtuelles, globalement, on va suivre les évolutions des matériels côté AMD avec l'arrivée de la quatrième génération des processeurs Genoa, les AMD EPYC. Et là, du coup, il va y avoir toute une palanquée de nouvelles familles de machines virtuelles. Alors, nouvelle famille ou plutôt nouvelle génération dans les familles de machines virtuelles. Donc, le DA, ou enfin, le A ici correspond à la partie AMD dans la nomenclature des noms, hein. Et donc, on est ici effectivement en V6 pour la sixième génération de machines virtuelles sur ces processeurs-là. Et donc, les D quelque chose seront les nouvelles séries à privilégier pour un usage, on va dire, équilibré pour des workloads traditionnels. Donc là, il y a un bon équilibre. J'appelle ça les généralistes, mais c'est un équilibre mémoire ratio CPU. Les dalles, ce sera la même chose, mais sauf qu'il va y avoir effectivement un ratio qui sera un peu différent. Donc ça sera plutôt pour des machines qui ont besoin d'un peu moins de mémoire. Les E, à l'inverse, sont faits pour des applications avec demandant plus de mémoire par corps CPU. Et les parties F, là encore, seront les versions les plus puissantes des processeurs quand on aura besoin notamment de compute. Donc vous voyez que toutes ces séries-là sont les nouvelles séries qui arrivent dans Azure. Alors, elles doivent être plus en preview qu'en généraliste, mais voilà, d'ailleurs c'est écrit ici. Elles seront disponibles en preview dans le premier trimestre, quarter, de 2024. Et donc le rapport prix-performance par rapport aux générations antérieures, donc les V5, sera forcément meilleur. En général, c'est comme ça que ça va. C'est assez rare que ce soit l'inverse. Donc vous avez tout le détail là encore dans les articles. Je ne vais pas refaire la liste dans le détail, mais retenez effectivement que si vous utilisez aujourd'hui des VM sur une base AMD, il y a des grandes chances qu'à partir de l'année prochaine, vous ayez les générations 6 disponibles pour un meilleur rapport qualité-prix. Voilà. De la même façon, si vous avez des machines virtuelles sur base Intel, euh, donc les plus grosses, les séries M, arrivent dans leur troisième génération. Donc troisième génération et les séries M, on sait qu'elles sont plutôt orientées sur des séries très axées sur la mémoire. Les workloads principaux auxquels on pense ici sont bien entendu tous les workloads SAP HANA, une database in memory. Et donc c'est généralement l'usage principal des séries M. Donc nouvelle génération de séries M qui du coup vont supporter Azure Boost. Et on comprend en fait, hein, l'amélioration des performances sur le stockage ou le réseau est complètement bénéfique pour ce type de workload. Voilà. Donc là, clairement, série M, workload, capacité jusqu'à 32 Tera, effectivement, sur ces machines, on commence à avoir des belles bêtes. Toujours dans les dernières générations de processeurs Intel, on a l'arrivée des DCES V5 et des ECES V5. Donc là, le C est important dans la nomenclature parce qu'on parle ici de confidential computing et j'en reparlerai tout à l'heure parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus. Donc là, ça va profiter, ces nouvelles machines vont profiter justement des nouvelles architectures d'Intel sur ces sujets-là que sont la partie sécurité et le, le confidential computing. Et donc là, du coup, il va y avoir le support dans ces nouvelles machines de ce qu'on appelle le TDX, le Trust Domain Extension. Et ça fait partie effectivement des nouveaux sujets d'Azure Confidential. Et il y en a plein, on va le voir tout à l'heure. Là encore, pour aller plus loin, il y a des vidéos derrière qui expliquent un petit peu le pourquoi du comment et pourquoi c'est bien. Voilà. Mais globalement, je rappelle, hein, que le confidential computing, l'idée c'est d'aller jusqu'à du chiffrement des données à l'usage et pas que en transit ou au repos. Dans les machines virtuelles, il faut penser également aux machines virtuelles qui vont utiliser
des GPU de chez NVIDIA, massivement utilisés aujourd'hui, hein, notamment pour tout ce qui est entraînement et inférence sur toute la partie machine learning et du coup dans les usages qu'on connaît aujourd'hui sur toute la partie IA générative. Donc nouvelle génération, la V5 des NC, des séries NC pour la partie compute. Là encore, ce sera des NCC parce que ce sera pour du compute en version confidential. Là encore, on va utiliser de plus en plus aujourd'hui d'IA, etc. Et la partie sécurité et le chiffrement à l'usage des données et leur isolation va prendre une importance majeure dans les prochaines années. Et donc ici, on a l'arrivée de ces machines dédiées avec des corps GPU et donc qui vont supporter effectivement derrière alors, les différents modèles, les GPT, etc. Le tout avec beaucoup de sécurité sur la donnée, et ça risque d'être fondamental pour la suite. Toujours sur la partie IA, AMD a également des puces qui sont optimisées pour les workloads de type IA. Et donc on va avoir des nouvelles séries également de VM qui s'appellent les ND. Donc les ND, historiquement, c'est pour les Deep Neural Network. Et donc là, les ND MI300 V5. Et là, donc, on s'appuie sur les cartes spécifiques qui sont le MI300X GPU d'AMD, donc on va dire un concurrent de certaines solutions du côté de chez NVIDIA. Et donc vous avez tout le détail derrière, on est vraiment ici sur la proposition de valeur de n'avoir pas que de l'AMD, mais pas que du NVIDIA, mais d'avoir également de l'AMD et donc de pouvoir profiter de ces solutions-là. Et donc ça va rentrer dans le portfolio. Et puis dernière chose qui n'est pas une famille de machines virtuelles, mais plutôt une fonctionnalité, le VM Hibernate, qui comme son nom l'indique, permet d'hiberner une machine virtuelle et de la reprendre là où elle était, à la différence de simplement l'arrêter et de la redémarrer. Voilà, tout simplement, rien de plus. Côté Kubernetes, il y a eu pas mal d'annonces qui ont été faites pré-Ignite, donc je ne vais pas revenir dessus. Celle qui réapparaît dans le Book of News de Ignite, c'est celle sur les confidential containers sur AKS. Et donc là, ça va du coup utiliser quoi? Les confidential containers sur AKS. Ça va se baser sur le projet open source qui sont les kata containers, donc des containers qui sont sandboxés. Et ce sera propulsé derrière par les technologies de confidential computing proposées par AMD. Donc il faudra probablement des nœuds ou des node pools qui intégreront effectivement le support de processeurs AMD ayant ces particularités-là. Voilà. Donc là-dessus, là encore, il y a pas mal d'articles qui ont été publiés. Toutes les équipes sont assez productrices de contenu durant cette période-là, qui est une période d'annonce dans l'année. Hein, c'est un peu les fêtes de Noël avant Noël. Mais il y a eu pas mal d'évolutions. Il y a eu récemment des annonces sur la partie fleet container également, qui va gérer des flottes de Kubernetes. Il y a eu des annonces également sur l'Azure Container Registry, qui a eu quelques petites évolutions. Et globalement, la plupart des annonces, en fait, elles ont eu lieu lors de la KubeCon, donc la conférence Kubernetes. Et donc c'est pour ça que finalement dans le Book of News, on voit assez peu de choses, parce que beaucoup de choses ont déjà été annoncées en fait dans la KubeCon. Azure Container App a également, donc, qui est la version serverless d'AKS, on va dire, dans le sens où on n'a pas à gérer derrière un AKS, mais on va profiter en gros de mécaniques sous-jacentes qui sont de Kubernetes. Dans les nouveautés, c'est l'arrivée du support de GPU, donc d'avoir des profils particuliers pour pouvoir exécuter des workloads avec des GPU. Quelques annonces sur les landing zones. Bon, il y a des landing zones maintenant de toute façon à peu près pour tout. Le Container Apps Code to Cloud, donc là encore l'idée c'est de simplifier pour le développeur le passage de son appli jusqu'à un environnement containerisé qui tourne sur Container App. Et puis le vecteur database Add-ins, qui est un add-on permettant de rajouter des choses dans Azure Container App, notamment pour les parties AI, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai perdu la page ici, donc on va faire un CTRL F et on va taper container apps, on va faire comme ça. Ça on l'a vu. Et on va y arriver. Tac. Voilà, c'était ici. Donc le vecteur database add-ins, c'est alors effectivement c'est des outils open source qui sont disponibles comme des add-ons pour les développeurs pour cet environnement Container Apps. J'en sais pas beaucoup plus, mais ça méritera d'aller y faire un tour quand même pour ceux qui sont intéressés par ce sujet. Sur la partie confidential computing, beaucoup de choses qui ont été annoncées. Alors là encore, hein,
On a des grands articles qui résument l'ensemble de tout ça. Je rappelle que la carte heuristique est disponible en lien dans cette vidéo et que vous avez donc tous les liens sur lesquels vous pouvez cliquer. Donc il y a eu à la fois des annonces avec effectivement Nvidia, avec Intel, avec AMD, des annonces pour les machines virtuelles, donc les containers, on les a vu tout à l'heure, les kata containers sur AKS, mais également l'arrivée d'un framework qui s'appelle le Microsoft Managed Confidential Consortium Framework, dont l'idée effectivement, donc derrière tout ça, il va y avoir un service qui va permettre d'exécuter ce framework comme un service managé. Le framework, vient juste d'être annoncé, parce que c'est voilà, enfin, le service managé pour le framework vient d'être annoncé. Vous avez tout le détail derrière, et ce framework également, si le sujet vous intéresse, c'est relativement simple comme URL, ccf. .microsoft.com, rien à voir avec la banque, bien entendu. Ensuite, donc, sur Databricks, ceux qui utilisent Databricks vont pouvoir utiliser également des machines confidential sur Databricks, ça y est, c'est supporté. On a également le support de Red Hat Enterprise Linux 9.3, justement pour les VM basés sur des processeurs AMD, donc ça fait partie des nouveautés, donc ça veut dire qu'effectivement les informations sensibles qui sont gérées dans ces OS seront protégées également en usage en mémoire. Donc c'est toujours le sujet du confidential computing. On va également avoir des outils pour les VM basés cette fois-ci sur les technos Intel, et ça va permettre aux clients notamment de mesurer et d'attester qu'un disque, les disques dans leur VM, leur confidential VM. Voilà. Là encore, chiffrement possible des disques temporaires des VM avec les VM confidential sur une base d'AMD. Et puis également, par défaut, désormais dans PowerShell, toutes les VM Gen 2 auront le Trusted Latch qui sera activé si vous la déployez via PowerShell. Voilà. Côté réseau, j'ai pas vu beaucoup de choses, même s'il y a toujours des évolutions et il y a eu pas mal d'annonces qui ont été faites, notamment le Bastion développeur, l'Application Gateway pour containers, etc. Mais ça a été fait, on va dire, avant l'Ignite. Dans ce que j'ai pu voir notamment d'intéressant dans les sessions, c'est la notion d'autoscaling pour ExpressRoute, donc ce qui est probablement un autoscaling lié également aux passerelles ExpressRoute qui sont implémentées. Côté hybride, des annonces sur Arc, donc l'arrivée d'une solution de monitoring dédiée à SQL Server via Arc, donc monitoring très spécifique. Également, l'amélioration de la partie hot dispo et disaster recovery pour les SQL qui sont gérés par du Arc. Donc là, c'est effectivement d'avoir un SQL qui soit encore plus always on qu'il l'est aujourd'hui. Et donc tout sera pilotable via bien entendu le portail d'Azure. Là encore, ils ne sont pas trop dans le détail, mais c'est une amélioration de l'existant. Important, le support des ESU, les Extended Security Update pour SQL Server. Donc en gros, quand vous allez avoir des SQL serveurs sur lesquels vous aurez installé ou qui seront activés, gérés via Arc, eh bien vous profitez des ESU et donc en gros de quelques années supplémentaires de support de correctifs de sécurité. L'arrivée de VMware à Enable by Azure Arc, donc là, c'est la possibilité simplement depuis le portail d'Azure ou les API d'Azure de piloter des vSphere, de piloter des vSphere, de proposer surtout un libre service, un portail libre service permettant de visualiser les VM VMware dans le portail d'Azure et puis également d'en créer ou d'en supprimer ou d'en modifier depuis le portail d'Azure. Donc ça passe par un bridge. Et tant qu'on est dans le monde VMware, il y a également en preview l'annonce d'AKS sur VMware. Alors là encore, c'est comme le AKS sur Azure Stack HCI. C'est en gros une distribution Kubernetes proposée par les équipes d'Azure. Et donc, en gros, on a une facilité au déploiement d'un cluster Kubernetes sur une base d'OS de Microsoft directement sur VMware. Alors, personnellement, je suis toujours assez dubitatif sur cette solution aujourd'hui. Je comprends qu'il y a un but d'aller vers d'autres plateformes, mais c'est vrai que sur VMware, les gens qui vont faire du Kubernetes ont peut-être plus de chances de passer sur du Tanzu, sur de l'AKS. D'autant qu'on ne voit pas beaucoup encore aujourd'hui d'AKS sur Azure Stack HCI. Mais bon, ça peut être toujours intéressant à regarder, au moins à savoir.
Et dernière chose, donc on sait que depuis maintenant le portail d'Azure, on peut faire du self-provisioning de machines virtuelles donc qui vont tourner sur de l'environnement Azure Stack HCI ou sur de l'environnement VMware vSphere. Eh bien, il reste une dernière plateforme en fait qui pourra permettre de déployer des machines virtuelles au travers du portail d'Azure. En fait, ce sera le support de SCVMM, System Center Virtual Machine Manager, que les plus anciens connaissent, mais qui est encore utilisé. Et ben, l'idée, ce sera que derrière un System Center Virtual Machine Manager, on peut également avoir des serveurs Windows Server avec de l'Hyper-V, voire d'ailleurs au passage des VMware. Et bien, là encore, avec le Azure Arc connecté là-dessus, le bridge toujours va permettre de faire l'interface entre les API d'Azure et ce System Center. Et donc, depuis Azure, on pourra déployer des templates de machines virtuelles qui sont définis dans System Center et qui, du coup, après se déploieront sur des hyperviseurs gérés par System Center. Et donc, ça aussi, ça fait partie des annonces. Ça fait longtemps que ça traîne sous le tapis, ce truc-là. Du côté d'Azure Stack HCI, alors il n'y a pas grand-chose qui a été dit, si ce n'est l'arrivée d'une fonctionnalité qui s'appelle Site Manager, qui va permettre d'organiser par site, par localisation, des services Arc. Et puis également des nouveautés du côté d'Azure Virtual Desktop dans un mode hybride, où l'idée ce sera de pouvoir déployer en fait des host pools donc des host pools pour Azure Virtual Desktop directement sur Azure Stack HCI. Donc du coup, quand vous déploierez effectivement depuis le portail d'Azure vos host pools, et bien vos host pools pourront être sous la forme de soit de machines virtuelles effectivement dans Azure, soit sous la forme de machines virtuelles sur Azure Stack HCI. Et ça encore, on en parle depuis déjà longtemps, depuis presque un an. C'est encore en preview, ça met un petit peu de temps. Voilà. À voir, mais ça peut être intéressant à regarder si vous utilisez de l'Azure Virtual Desktop et que vous avez des problématiques spécifiques à une localisation qui vous impose d'avoir en fait des machines virtuelles, non pas dans les data centers de Microsoft, mais ailleurs. Côté Azure Storage, les ultradisques ont un peu évolué. En gros, la limite a été repoussée pour avoir jusqu'à 400 000 IOPS et 10 000 mégaoctets par seconde par disque. Donc ça fait des bonnes perfs. Là encore, ça va être très utile pour des environnements, la SAP, ANA, etc. Le service Azure Storage Mover évolue légèrement. Il évolue notamment avec un support d'agent pour VMware pour pouvoir déplacer effectivement du stockage d'un environnement VMware à destination d'Azure. Il y a quelques autres petites évolutions qui sont apparues. Donc le SMB, le partage de SMB vers d'Azure File, la migration maintenant elle est en GA, donc toute la mécanique permet de prendre un serveur de fichiers SMB et de transférer le tout au travers du service. Ça c'est prêt à l'usage. Donc on a effectivement un agent là qui est aujourd'hui pour VMware qui est disponible. Et puis en preview également, on a le support des comptes de stockage avec en mode hiérarchique namespace. Là encore, ça arrive en preview dans Storage Mover. On a également un service alors, managé, intégré plutôt dans le marketplace. Donc une solution qui s'appelle Cumulo, qui est donc un file server scalable, Dixit ISV. Et donc cette solution désormais arrive également dans le marketplace d'Azure et permettra de répondre à certains besoins, parce que là on parle de multi-péta et multi-protocole avec pas mal de choses. Donc c'est là encore, c'est des usages particuliers, mais si vous utilisez du Cumulo, sachez qu'il existe dans Azure et qui va être directement disponible dans le marketplace d'Azure avec une notion là encore d'hybride derrière. Donc là encore, c'est bien documenté dans l'article associé. Citons également sur la partie blob storage l'arrivée du cold tier. Donc du coup maintenant désormais on aura hot, cool, cold et archive, donc 4 tiers sur le blob storage Azure. L'annonce également de l'Azure Business Continuity Center, qui porte plutôt bien son nom, qui est en gros une interface, un portail synthétisant et simplifiant le management de tout ce qui est business continuity et disaster recovery, avec de la remontée d'informations. Alors là encore, après, quand on regarde le portail, dans ces détails, ça a l'air d'être un agrégat de différents services d'Azure, que ce soit la partie policy, compliance,
posture de sécurité avec Microsoft Defender, plus la partie vraiment disaster recovery telle qu'on la connaît, hein, le site recovery. Bon, c'est agrégé dans un même portail. C'est peut-être une évolution, comme il y a eu des évolutions sur la partie Azure Update Management. Mais sachez que ça existe. Et ça intègre également le portail. Finalement, dans le même portail, on remonte les informations de Microsoft Defender for Cloud. Et ça remonte les informations sur la configuration. Est-ce que c'est du backup? Est-ce que c'est du site recovery derrière? Bon, à voir à l'usage. En tout cas, ça a été annoncé. L'arrivée également de Copilot dans le portail d'Azure. Donc ça, c'est du Copilot. Il va y en avoir un peu partout. Hein. On va pas l'éviter. Donc l'idée, c'est directement dans le portail d'Azure de requêter, entre guillemets, de donner ses besoins dans un chat, hein, et automatiquement, il va vous proposer derrière les meilleures options. Enfin, il va vous guider. C'est une assistance, comme sont tous les copilotes, hein. Et donc, vous pouvez dire, j'ai un workload de tel type qui aurait tant d'utilisateurs, qui aurait besoin de tant de puissance, quelle est la meilleure machine à utiliser, le tout pour le meilleur coût dans telle région, et puis il va vous aider à faire tout ça de manière automatisée. La magie de l'IA à voir dans l'usage. Mais en tout cas, ça arrive dans le portail d'Azure. Et puis, dernière chose pour terminer cette vidéo, eh bien, Azure Chaos Studio, qui est donc une solution de manager de Chaos Engineering, donc pour simuler en gros des pannes et éprouver la résilience des applications. Je rappelle, ça fait partie du Well Architected Framework de gérer ce genre de choses. Eh bien, ça y est, il est en GA, enfin. On a mis un peu le temps à le sortir, une bonne année et demie facilement. Si le sujet vous intéresse, je vous encourage d'ailleurs sur la chaîne à rechercher la vidéo associée et également, vous regardez également la vidéo associée que j'avais pu enregistrer avec notre partenaire Avanade cette année. Voilà. Voilà, c'était un petit tour à ma façon des annonces qu'il y a pu y avoir sur Ignite 2023, donc semaine du 14 novembre 2023 jusqu'au 17, ciblé un peu container et un petit peu infrastructure. Si les autres sujets vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir le Book of News. Il y a pas mal de choses et plein de liens supplémentaires pour aller faire la lecture derrière de tout ce qui a été annoncé. Merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.